Donc, effectivement, maintenant que vous avez compris que l'insuffisance rénale aiguë, eh bien, c'est grave parce que ça va entraver le pronostic de nos patients. Il va falloir la prévenir. Maintenant que vous avez vu les différents mécanismes, on va pouvoir discuter des voies de prévention. Alors, l'insuffisance rénale, c'est un enjeu important parce que si ça aggrave le pronostic des patients, il faut absolument la prévenir. Alors, du coup, il y a énormément de méthodes, de médicaments qui ont été testés. Finalement, au quotidien, on a très peu de choses. Alors, vous allez être déçus. J'ai évité, moi aussi, de vous faire un catalogue de tout ce qu'on pouvait faire. Mais l'autre message, c'est que finalement, il y a plein de choses inutiles qui ont été testées et qu'il faut éviter de faire. Et on va aussi les détailler, surtout celles qu'on peut encore rencontrer dans nos services. Quelques pratiques plutôt à éviter. Donc, Michael vous a dit que les deux principales causes, en tous les cas chez les patients de réanimation d'insuffisance rénale, c'est les causes ischémiques, c'est-à-dire circulatoires. Ça inclut la macrocirculation, le débit sanguin rénal, comme on a dit, mais aussi les tout petits vaisseaux qui peuvent être atteints par des mécanismes inflammatoires. Et là, on a moins de solutions. Et puis, tout ce qui est toxique, avec soit des substances endogènes qui vont être relarguées par l'organisme, qui vont être filtrées, qui vont être toxiques pour les tubules, soit des substances exogènes. Et là, c'est tous les bons médicaments qu'on va administrer à nos patients et qui peuvent avoir des effets secondaires rénaux. Alors ça, c'est un schéma un peu compliqué, mais pour vous illustrer le fait que l'hypoxie du rein, l'hypoxie médulaire, c'est probablement quand même le principal facteur d'insuffisance rénale chez nos patients, et qu'en général, ça résulte d'un déséquilibre entre les apports en oxygène d'un côté et l'augmentation de la consommation en oxygène de l'autre. Et vous avez en rouge ici, finalement, tous les paramètres sur lesquels potentiellement on va pouvoir agir, qui vont diminuer les apports en oxygène. On l'a vu, la baisse du débit cardiaque, l'hypotension, l'anémie, l'hypoxémie, tout ça, potentiellement, c'est des facteurs qu'on peut corriger. En ce qui concerne la consommation en oxygène, c'est plus compliqué. La principale source de consommation en oxygène, c'est la réabsorption du sel au niveau des tubules, comme nous l'a dit Michael. Et donc, vous allez voir que ça a donné de bonnes idées au docteur, mais qui finalement ne marchent pas. Donc, on a quand même pas mal de points d'impact possibles pour prévenir, pour améliorer l'apport en oxygène au niveau du rein. On a déjà vu ce schéma. Tout ça, c'est pour vous rappeler, puisqu'on va en discuter tout à l'heure en listant un peu les médicaments qu'on a à disposition. La perfusion du glomérule, eh bien, elle est faite par une artériole afférente qui amène le sang, et donc le sang repart par une artériole efférente. Pour filtrer, il faut qu'il y ait une bonne pression ici au niveau du glomérule, et pour ça, la situation, on va dire idéale, la meilleure, c'est d'avoir une vasodilatation de l'artériole afférente et plutôt une vasoconstriction de l'artériole efférente pour augmenter ici la pression sanguine et donc la pression qui va permettre la filtration. Alors, il faut effectivement optimiser la perfusion rénale, ce qui va nous permettre potentiellement de prévenir la défaillance rénale. Pour ça, on a au quotidien dans nos services le remplissage et puis les catécholamines, qui sont soit des inotropes, comme la dobutamine, soit plutôt des vasopresseurs, comme la noradrénaline, mais aussi donc la vasopressine. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a des médicaments qui sont meilleurs que les autres? Et puis la deuxième question, c'est quels sont nos objectifs à atteindre? Alors voilà ce qu'on voit au quotidien dans les services, c'est bon, il pisse plus, on va le remplir. Voilà, ça, je pense que vous avez tous vécu ça. Alors effectivement, Michael nous l'a dit, une des causes très fréquentes d'hypoperfusion rénale, c'est un manque de volume, une hypovolémie. Mais en pratique, on a du mal à détecter les patients où vraiment il y a une baisse de volume. Ça, c'est toute la question de l'évaluation hémodynamique des patients. Et donc, certes, c'est peut-être bien de remplir le patient, mais peut-être qu'il n'est pas du tout hypovolémique. Et si on le remplit pour rien, eh bien, on va potentiellement générer des effets secondaires. Donc, toutes les anuries ne se traitent pas par du remplissage, toutes les hypotensions ne se traitent pas par du remplissage, et les effets secondaires du remplissage, eh bien, elles sont réelles. Donc, avant de remplir un patient, parce qu'on pense qu'il est en train de développer une insuffisance rénale, il faut avoir une bonne raison de le remplir, et il faut avoir quand même quelques éléments pour penser qu'il y a un manque de volume. Les effets secondaires du remplissage, ce n'est pas un mythe, c'est ce qui a été
étudiés dans cette étude, qui c'était des patients qui avaient un SDRA, parce que le risque du remplissage, c'est une détérioration de la fonction respiratoire. C'était 2 stratégies de prise en charge différentes chez ces patients qui avaient un SDRA. Soit ils étaient remplis comme on fait d'habitude, c'est-à-dire plutôt de façon libérale, c'est en rouge, soit on essayait de restreindre les apports hydriques, c'est la courbe en bleu, et vous avez ici, donc sur le schéma, le bilan entrée-sortie des patients. Vous voyez que ceux qui sont remplis de façon libérale, eh bien, c'est 7 jours, 7 kilos en plus. On s'attendrait à ce que ces patients-là, puisqu'ils ont été bien remplis, ils aient une meilleure fonction rénale, finalement. Eh bien, les résultats de l'étude, c'est le remplissage libéral, c'est 7 kg d'eau, mais c'est au bout de 7 jours une moins bonne oxygénation, plus de dépendance en ventilateur, mais pas moins de défaillance rénale. Hein ? Donc attention, effectivement, s'il y a un contexte clair d'hypovolémie, il faut remplir les malades. Mais si c'est pas si clair que ça, c'est parce que le malade a une insuffisance rénale ou qu'il s'arrête de pisser qu'il faut forcément le remplir parce que potentiellement on va avoir des effets délétères. Et finalement, les indications où il faut réaliser ce qu'on pourrait appeler une hyperhydratation, c'est-à-dire vraiment bien hydrater le malade, le remplir abondamment, elles sont très très limitées. On va y revenir tout à l'heure. C'est dans certaines situations avec une libération de toxines endogènes, comme la rhabdomyolyse ou le syndrome de lisse tumorale. Et puis, c'est en présence de certains néphrotoxiques qui vont potentiellement précipiter dans les tubules et les obstruer. C'est ceux qui vont donner des cristalluries, on va dire un mot. Et puis, c'est aussi le contexte d'injection d'iode quand le malade va au scanner, par exemple. Donc, c'est des situations très particulières. Hein. Il ne faut pas avoir à l'esprit que si j'hyperhydrate tous les patients, ils vont tous avoir une fonction rénale qui ne va pas se détériorer. Alors, dans le remplissage, il va falloir bien choisir son soluté de remplissage. Vous savez qu'on a peut-être 2 catégories de solutés de remplissage. D'un côté, l'eau et le sel, qu'on appelle les cristalloïdes, soit le sérum physiologique, soit les solutions de Ringer. Et puis, de l'autre côté, on a inventé des macromolécules qu'on appelle les colloïdes, parce qu'on pensait que ces colloïdes, justement, pouvaient restaurer plus rapidement la volémie et pouvaient donc, en théorie, améliorer la fonction rénale des patients. Mais finalement, vous voyez, j'ai listé les différentes classes. Alors, les plus utilisées actuellement, c'est la classe des hydroxyéthylamidons. Il y a aussi les gélatines, l'extrait en pas trop en France, ou l'albumine. Et je vous ai mis en rouge tous ceux qui ont été décrits pour augmenter le risque d'insuffisance rénale. Donc, c'est totalement paradoxal. On pensait que ces produits allaient avoir des effets hémodynamiques potentiellement supérieurs et donc prévenir les défaillances rénales, mais en fait, ils sont associés à plus d'insuffisance rénale. Ceux qui ont été le plus étudiés, c'est les hydroxyéthylamidons. Et pourquoi ça donne des insuffisances rénales? Maintenant que vous avez vu les belles images de Michael, ceci est un tubule, avec une lumière ici tubulaire. Et ceci sont les cellules tubulaires. Vous voyez qu'il y a des énormes vacuoles à l'intérieur qui sont générées par les colloïdes, ce qu'on appelle la néphrose osmotique. C'est-à-dire toutes les molécules qui vont être filtrées au niveau du rein vont être réabsorbées par les tubules et ça va générer ces lésions tubulaires. Donc effectivement, ceux pour lesquels maintenant on a un certain nombre de certitudes sur la toxicité rénale, c'est les hydroxyéthylamidons. Vous voyez que ça fait quasi 20 ans que ça dure, qu'on a fait des études itératives parce qu'on a eu différentes générations de produits, mais vous voyez que quelle que soit la génération des produits, même ceux qu'on utilise actuellement, eh bien, ils sont tous associés à une surincidence d'insuffisance rénale aiguë. Et il y a aussi d'autres effets secondaires potentiels, que ce soit des patients qui sont réanimés pour un sepsis, mais aussi que ce soit des patients tout venant de réanimation, dans d'autres indications. Alors, je vous ai mis ici ce qu'on appelle les méta-analyses. Les méta-analyses, c'est des analyses qui regroupent tous les articles publiés sur un sujet. C'est juste pour vous montrer l'augmentation du risque de nécessité d'épuration extra-rénale, donc avec les hydroxyéthylamidons. Vous voyez qu'en fonction des études, ça peut varier de 25 à 42%. Hein, c'est une augmentation d'un risque qui est quand même pas négligeable. Et il y a même des analyses de la littérature qui montrent que ça augmente la mortalité, ce qui n'est pas illogique, puisqu'on a vu que développer une insuffisance rénale et d'avoir besoin d'épuration extra-rénale, ça aggrave le pronostic des patients. Et donc, à la fin de l'année dernière, les agences nationales et internationales du médicament, que ce soit l'agence européenne, l'agence nord-américaine et l'agence française,
contre-indique maintenant les hydroxyéthylamidons chez les patients de réanimation. Donc ça ne doit plus être utilisé chez les patients de réanimation. Dans les autres colloïdes, on a les gélatines qu'on utilise de temps en temps. Le problème des gélatines, c'est que ça n'a jamais été vraiment évalué sur la fonction rénale. On a quelques données pour penser que ça peut induire aussi des néphroses osmotiques. Et donc, si on veut continuer à les utiliser en réanimation, il faut absolument faire des études pour s'assurer qu'il n'y ait pas de toxicité rénale. Et pour l'instant, on n'a pas ces études. Donc, dans un travail de la Société européenne de réanimation, un groupe d'experts, dont je faisais partie, avait recommandé de ne pas les utiliser tant qu'on n'était pas certain qu'il n'y avait pas d'effets secondaires rénaux. Donc ça, c'est pour la partie remplissage. Donc on ne remplit pas, pour n'importe quelle raison, un patient, même s'il a une défaillance rénale. Il faut avoir des critères pour être sûr que le remplissage va corriger une hypovolémie. On choisit son soluté de remplissage et schématiquement et simplement, c'est de l'eau et du sel, avec différentes compositions. Dans tous les cas, on évite les colloïdes et maintenant les hydroxyéthylamidons sont interdits en réanimation. L'autre thérapeutique hémodynamique qu'on a, c'est les vasopresseurs qui permettent d'augmenter la perfusion systémique et donc la perfusion rénale. Alors, pendant longtemps, on s'est posé la question entre la noradrénaline et la dopamine. Le problème de la noradrénaline, c'est qu'on pensait que ça pouvait être néfaste pour le rein parce que ça allait vasoconstricter l'artériole efférente et que peut-être la dopamine, ça serait mieux. Finalement, on a réalisé des études qui nous montrent que avec la dopamine, même à forte dose, on n'arrive pas à augmenter la pression artérielle de nos patients. Avec la noradrénaline, on y arrive. Et non seulement on augmente la pression artérielle, mais on augmente la diurèse des patients. Donc ça n'a pas l'air d'être néfaste sur la perfusion rénale. En revanche, la dopamine, ça n'a pas l'air d'être suffisamment efficace. Donc il vaut mieux utiliser de la noradrénaline. Donc la vasopressine, la question a été posée. Pourquoi on utiliserait plutôt de la vasopressine que de la noradrénaline? L'intérêt de la vasopressine, c'est que c'est donc un vasoconstricteur. Donc c'est utilisé par exemple dans le choc septique. Et la vasopressine a des récepteurs au niveau rénal. Et au niveau rénal, eh bien, la vasopressine vasoconstricte plutôt l'artériole efférente. Donc on se met dans les meilleures conditions pour la perfusion glomérulaire. Alors on a quelques données dans la littérature qui suggèrent qu'effectivement, c'est pas mal chez les patients en choc septique qui ont une défaillance rénale. C'est cette étude-là où vous voyez que l'évolution de la créatinine, finalement, au cours du temps, va être meilleure chez les patients qui reçoivent de la vasopressine comparée à de la noradrénaline. Mais on n'a pas énormément de données, donc la vasopressine, pourquoi pas. Alors les objectifs hémodynamiques, l'objectif de PAM, comme la question a été posée. Alors juste pour vous montrer comment le rein arrive à finalement autoréguler son débit sanguin. Vous avez ici la pression artérielle moyenne, et vous voyez qu'il y a une zone où, malgré la baisse de la pression artérielle moyenne, le débit sanguin rénal reste préservé. Mais il y a des limites. Il y a un moment, donc un chiffre limite inférieur de pression artérielle moyenne, le débit sanguin rénal va s'effondrer. Donc là, on va être dans une situation d'hypoperfusion rénale. Cette limite, ça fait quelques années que, à dire d'experts, on pense que c'est 65, le fameux 65 de PAM, que tout le monde utilise. Mais c'est à dire d'experts, parce que chez l'homme, c'est impossible de mesurer quelle est la pression artérielle moyenne à partir de laquelle le débit sanguin rénal va s'effondrer. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'en cas d'hypertension chronique, les patients qui sont hypertendus de façon chronique, eh bien, vous voyez que la courbe est décalée vers la droite et que cette limite inférieure, elle est probablement supérieure au théorique 65 de PAM. Alors, on a quelques données maintenant qui commencent à être publiées sur quel est l'objectif de PAM qu'il faudrait avoir chez les patients en choc septique. Donc ça, c'est une étude d'observation faite dans les pays scandinaves chez les patients en choc septique. Et chez les patients qui avaient du monitoring informatisé, ils ont regardé le temps passé en dessous d'un certain niveau de PAM et ils ont comparé ce temps entre les patients qui vont développer une insuffisance rénale en rouge et ceux qui ne vont pas développer d'insuffisance rénale. Et donc vous voyez que le temps passé, par exemple, en dessous de 65 de PAM, il est plus élevé chez les patients chez qui vont développer une insuffisance rénale. Alors vous voyez que la différence n'est pas énorme.
c'est une demi-heure sur les 24 premières heures de traitement. Hein, donc, laisser le malade hypotendu 5 minutes par heure pendant 24 heures, eh bien, c'est pas une bonne chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi une différence pour 70 de PAM. Les patients qui développent l'insuffisance rénale ont plus de temps passé en dessous de 70, et voire même en dessous de 75. Donc même en dessous de 75, eh bien potentiellement ça fait une différence. Alors ils ont essayé de trouver le chiffre magique, et le chiffre magique dans cette étude serait plutôt 73. Mais alors attention, l'objectif là c'était l'insuffisance rénale. Nous ce qu'on réanime c'est pas des reins, c'est des patients dans leur ensemble. Hein. Donc le problème d'avoir des objectifs de PAM plus élevés, c'est que potentiellement on va utiliser plus de vasopresseurs, et là on s'expose à quelques effets secondaires des vasopresseurs. Donc pour l'instant on n'a pas la réponse, mais il est possible que chez certains patients, en tous les cas les hypertendus chroniques, et il y a d'autres résultats qui vont être publiés d'une étude française, qui montrent que chez les patients chroniquement hypertendus, il faut peut-être avoir des objectifs au-dessus de 65. Alors, l'autre grand mécanisme d'insuffisance rénale, c'est tout ce qui est néphrotoxique. Tous nos bons médicaments qui, normalement, doivent être utiles à sauver des vies, mais qui ont potentiellement des effets secondaires, rénaux. Les plus classiques que vous rencontrez au quotidien, c'est les aminosides, la vancomycine, et puis maintenant la colimycine, parce que comme on a des germes de plus en plus résistants, il va falloir les utiliser. Là, on n'a pas beaucoup de moyens de prévention, sauf les éviter si on peut, ça c'est une évidence. Le moyen de prévention, c'est d'adapter les posologies aux taux résiduels. C'est pour ça qu'on vous demande de doser des résiduels, c'est parce que c'est les taux résiduels qui vont être toxiques pour la fonction rénale. Il y a un autre antibiotique qui est utilisé beaucoup plus couramment, qui sont toutes les bêta-lactamines, et quand elles sont utilisées à forte dose, eh bien, on va le voir, on peut s'exposer à une néphrotoxicité par précipitation. Et l'autre produit néphrotoxique très habituellement utilisé, c'est les produits de contraste. Et les produits de contraste, là, il y a clairement une indication à hydrater les malades correctement avant de partir au scanner. Alors qu'on soit bien clair sur les néphrotoxiques et particulièrement les antibiotiques, si un antibiotique permet de guérir un choc septique, même s'il est néphrotoxique, eh bien cet antibiotique, il va prévenir l'évolution vers l'insuffisance rénale aiguë. Parce qu'entre l'antibiotique et le choc septique, c'est plus grave le choc septique sur la fonction rénale que l'antibiotique. Et c'est pareil pour un scanner. Si le scanner a vraiment un intérêt pour faire le diagnostic du choc septique et que ça va permettre de contrôler mieux le choc septique, certes, il y a un risque rénal, mais globalement, ça va améliorer le pronostic du malade. Un petit mot sur les aminosides, parce que ça, c'est quelque chose que vous gérez habituellement. Quand est-ce qu'on injecte les aminosides? Ça, c'est une étude française qui a regardé l'intérêt d'injecter les aminosides avant ou après les séances d'épuration extra-rénale. Vous me direz, c'est les patients qui sont déjà dialysés, on s'en fiche. Non. Là, on revient à ce qui a été dit avant. C'est pas parce que le patient a déjà une insuffisance rénale qu'il ne faut pas faire attention à tout ce qui est toxicité rénale, parce que ça va retarder l'évolution vers la récupération de la fonction rénale. Alors, quand on utilise des techniques intermittentes d'épuration extra-rénale, contrairement à ce qui est fait d'habitude, il vaut mieux injecter les aminosides avant l'épuration extra-rénale qu'après, puisque ce qui va être efficace dans l'aminoside, c'est le pic, et ce qui est toxique, c'est la résiduelle. Et l'épuration extra-rénale épure très bien l'aminoside. Donc si vous faites votre injection, et ce qui a été montré dans cette étude, 1 heure avant de brancher votre patient, vous allez obtenir le pic, donc vous allez être efficace, et vous allez baisser plus rapidement le taux résiduel, et donc vous exposez moins votre patient au risque de toxicité. Je vais peut-être passer là-dessus, puisqu'on n'a pas trop le temps. Les autres substances toxiques qui vont exposer nos malades à l'insuffisance rénale, c'est les toxiques endogènes. Là, il y a 2 situations cliniques fréquentes. Il y a la rhabdomyolyse, avec la libération de la myoglobine, et qui va être filtrée et entraîner une toxicité tubulaire, et puis le syndrome de lyse tumorale. La rhabdomyolyse, c'est quoi? Eh bien, c'est une agression musculaire, en général un traumatisme, qui va libérer la myoglobine dans la circulation, qui va être filtrée au niveau du rein, et qui va précipiter dans les tubules et engendrer des lésions tubulaires. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau musculaire, il va y avoir de l'inflammation et donc il va y avoir la création d'un œdème musculaire de façon très importante. Il faut absolument faire attention à l'hydratation des patients parce que ça va permettre de diminuer la précipitation intratubulaire de myoglobine, mais il faut faire attention aussi
à ne pas augmenter l'œdème musculaire. Donc là encore, il ne faut pas remplir forcément à outrance les patients, parce que quand ils vont faire de l'œdème musculaire, il va y avoir un syndrome de Loge. Et ça, c'est une complication aussi classique de la rhabdomyolyse. Et dans cette indication-là, on sait que d'avoir des urines acides, ça favorise la précipitation intratubulaire. Donc, dans les rhabdomyolyses, c'est pour ça qu'on peut vous demander de mesurer un pH urinaire. Et s'il est inférieur à 6,5, à ce moment-là, on va faire une alcalinisation des urines. On va vous prescrire du bicarbonate. Le syndrome de Lyse tumorale, le problème, c'est essentiellement l'hyperuricémie, mais aussi l'augmentation de la phosphorémie et la précipitation du phosphore et du calcium au niveau rénal. Donc, c'est les deux mécanismes d'insuffisance rénale. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Ça, c'est une diapositive que j'ai piquée à Michael. Vous voyez ici que le problème de l'acide urique, c'est que ça cristallise. Vous voyez tous les tubules là, qui sont complètement cristallisés. Si on fait simplement une alcalinisation des urines, eh bien, vous voyez que ça ne réduit pas beaucoup les cristaux. Si on fait une hyperhydratation en générant une diurèse abondante, là c'est encore une indication à bien hydrater les patients, eh bien vous voyez qu'on arrive à prévenir ces précipitations. Donc le syndrome de Lyse, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Eh bien on va diminuer l'acide urique en prescrivant ce qu'on appelle du fast urtec, vous avez probablement déjà vu ça, et puis on va faire en sorte que le malade ait une hyperdiurèse, au moins de 3 litres par jour, mais on ne fait pas d'alcalinisation puisqu'on sait que ça va précipiter le phosphore avec le calcium et ça va potentiellement aggraver les lésions rénales. Alors pour finir, le best-of de tout ce qui se fait et qui ne sert à rien. Alors les diurétiques. Le malade a une insuffisance rénale, il ne pisse pas, on va lui faire du Lasix. Bon. Alors le Lasix, c'est le traitement de l'œdème. Ce n'est pas le traitement de l'insuffisance rénale, c'est le traitement potentiellement des conséquences de l'insuffisance rénale. On a proposé les diurétiques parce que comme ça bloque la réabsorption du sel, eh bien ça diminue la consommation d'oxygène au niveau rénal. Mais le problème, c'est que toutes les études ont montré que ça ne servait à rien et que potentiellement il y a un risque d'induire une hypovolémie, puisque le malade va plus pisser, qu'ils ont plus d'hypokaliémie, et donc ça ne sert à rien. Le mannitol, c'est un diurétique aussi, on pense que ça pouvait déboucher les tubules. Michael vous a montré les photos de tubules bouchés. Eh bien, le mannitol, ça n'évite pas la progression de l'insuffisance rénale, ça peut provoquer des hypovolémies et ça donne, comme les colloïdes, des nécroses osmotiques. Donc on n'en fait pas. La dopamine à dose rénale, il y en a qui font ça encore? Bon, ça sert à rien et potentiellement ça donne des troubles du rythme. Donc on laisse tomber. Le mucomyste, la N-acétylcystéine IV, qui a surtout été faite dans la prévention de la néphropathie léproïde de contraste, ça n'a jamais été évalué en réanimation, ça a été testé dans d'autres situations. On ne sait pas si c'est bien en réanimation. Potentiellement, il y a des risques d'allergie, d'hypotension quand c'est utilisé par voie IV. Donc, on laisse tomber. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en pratique, il ne faut pas oublier que la prévention de l'insuffisance rénale, ça concerne tous les patients, y compris ceux qui ont déjà une insuffisance rénale constituée. Il faut corriger rapidement les désordres hémodynamiques. Le remplissage, on fait des cristalloïdes, mais attention, le remplissage, ça ne sauve pas forcément les reins, et ça a des effets secondaires. Pour les vasopresseurs, on utilise plutôt de la noradrénaline plutôt que de la dopamine, et pourquoi pas de la vasopressine, il y a des données intéressantes. Il faut prévenir et corriger rapidement tout nouvel épisode d'hypotension. Rappelez-vous l'étude finlandaise, déjà 30 minutes sur les premières 24 heures de différence, eh bien ça fait la différence sur la fonction rénale. En termes d'objectifs de pression artérielle moyenne, eh bien, probablement, on va évoluer dans nos pratiques et chez les patients qui ont des antécédents d'hypertension, ça sera plutôt 70-75 que 65. Pour les néphrotoxiques, il faut utiliser les antibiotiques si c'est indispensable, mais il faut bien doser les taux résiduels et adapter les posologies. Et puis, on évite tout ce qui est inutile et potentiellement dangereux. Merci.